Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Du crime considéré comme un des beaux-arts, ce sont quelques-unes des toiles les plus sanglantes du Louvre que Franck Ferrand nous propose de redécouvrir cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'avocat Christos Markodianakis, par ailleurs auteur de romans policiers, vient de faire paraître aux éditions du Passage un ouvrage richement illustré intitulé « Scènes de crime au Louvre ». Sur la couverture, vous avez un détail de la célèbre toile de David, La mort de Marat. Eh bien, à titre de préambule, c'est l'assassinat de Marat par Charlotte Corday que je vais vous raconter dans un instant. Charlotte Corday qui arrivait tout droit de son cher pays d'Auge. Eh oui, de sa Normandie. Et nous irons nous y promener à partir de 15h. Oui, en compagnie de Vanessa Zah, autant dire que du Louvre à David, de David à Marat, de Marat à Charlotte et de Corday au pays d'Auge, ce que nous vous proposons aujourd'hui ressemble à un cadavre exquis. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Juillet 1793, Paris s'apprête à célébrer le 4e anniversaire de la prise de la Bastille. Le régime de la terreur a été institué depuis quelques semaines. On peut dire qu'il accable les Parisiens, mais moins somme toute que la chaleur. Il y a une canicule incroyable dans Paris. Ça fait la fortune des marchands d'éventail. De bon matin, à la fraîche, une jeune fille de 24 ans pénètre d'un pas décidé sous les arcades du Palais Royal. Elle a 24 ans, elle s'appelle Marie. Son allure est tout à fait décente, ce qui tranche un peu sur un certain nombre des jeunes femmes qu'on peut voir se promener sous les arcades du Palais Royal d'habitude. C'est que c'est le haut lieu de la prostitution parisienne. Il y a là toutes sortes de trafics. La jeune fille est de taille moyenne, avec une stature forte et pourtant élégante et légère, nous dira un rapport très bientôt. Ses cheveux châtains encadrent un joli visage à l'antique. Elle a de beaux yeux gris, de longs cils qui trahissent un caractère bien trempé. Ce matin, elle porte une robe brune, un chapeau noir. Ce chapeau est noué sous le menton par 3 cordelières. Alors elle presse un peu le pas, Marie, et elle entre chez le coutelier Badin. Badin qui tient boutique au 177 de la galerie de Valois. Elle se fait présenter un certain nombre de couteaux de cuisine. On a envie de dire aïe aïe aïe. Elle en choisit un, manche d'ébène et virole d'argent, valeur 40 sols, ça coûte pas bien cher. Le marchand, quand même, avant de lui remettre cet objet tranchant, le glisse dans un petit étui façon marocain. Cadeau de la maison, lui dit-il en souriant. Elle est charmante. Elle règle son dû et la voilà qui quitte la boutique tout en glissant l'étui dans son corsage. Elle marche jusqu'à la station de fiacre la plus proche. La station en question se trouve rue Croix des Petits Champs. Elle monte donc dans une voiture de louage et lance au cocher « Chez Marat ». Il est 9h du matin, on peut dire que Marat n'a plus très longtemps à vivre. Cette jeune Marie s'appelle en vérité Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont, un nom que les révolutionnaires vont résumer en Charlotte Corday. Elle s'apprête à commettre le plus célèbre assassinat de la Révolution française. Et de son point de vue à elle, ce n'est pas un assassinat, c'est un devoir civique, une sorte de sacrifice au bien commun. Charlotte, depuis très longtemps, nourrit des idéaux moraux et politiques très élevés. Vous savez que plus tard, on va la présenter comme une sorte de royaliste complètement exaltée. En fait, pas du tout. C'est une jeune républicaine pur sucre, une républicaine au sens le plus noble du terme, au sens antique. Il faut vous dire que Charlotte, je l'appelle Charlotte, même si son prénom classique était Marie, Marie, ouais. Mais tout le monde saura de qui nous parlons. Cette Charlotte, depuis son plus tendre âge, a lu bien sûr les grandes tragédies d'un certain Pierre Corneille, qui n'était autre que son arrière-grand-père. Et oui, elle est l'arrière-petite-fille du grand Pierre Corneille, et donc elle a toujours à l'esprit ces grandes héroïnes romaines, républicaines, magnifiques.
Socialement, on peut donc dire qu'elle appartient à la petite noblesse désargentée de Normandie. Elle a grandi dans le pays d'Auge, près de Vimoutier. À 23 ans, elle s'est installée à Caen, chez une vieille tante. Elle s'est trouvée là aux premières loges pour assister à un certain nombre des épisodes de la Révolution. Il faut vous dire que très tôt, Charlotte a considéré Louis XVI comme un faible. Ça ne l'empêche pas de se montrer critique envers un certain nombre de chefs révolutionnaires. Tous ces hommes qui devraient nous donner la liberté l'ont assassiné, écrit-elle. Ce ne sont que des bourreaux. Pleurons sur le sort de notre pauvre France. Il faut dire que les beaux principes du début, vous savez, ont vite basculé dans cette révolution. Depuis l'été 1792, c'est donc la République qui s'est installée. Les puissances voisines de la France ont commencé à nous déclarer la guerre. Bref, la guerre, la faillite générale, les soulèvements dans un certain nombre de provinces et tout particulièrement en Vendée, bien sûr, tout ça justifie d'une certaine manière une violence de plus en plus grande qui va donner naissance au régime de la terreur. Le député Marat, qui est le rédacteur de l'Ami du Peuple, en appelle quotidiennement à l'insurrection, au meurtre pour anéantir ce qu'il appelle les ennemis de la Révolution. Ces prises de position, dans un premier temps, ont inquiété les élus modérés, qu'on appelle les Girondins. Au printemps 93, ils l'ont fait traduire devant le tribunal révolutionnaire, sauf que Marat a été acquitté. Il en est ressorti renforcé, il faut l'imaginer, porté en triomphe jusqu'à la Convention, où certains le couronnent de laurier, et sa haine dès lors n'aura plus de limite contre ceux qui l'ont accusé. Voici maintenant les Girondins menacés à leur tour et poursuivis. Ce sont ces Girondins qui, pour beaucoup, vont aller chercher refuge en Normandie, dans la ville de Caen. Ah bah tiens, et voilà où Charlotte les a vus, bien sûr. 18 des 22 Girondins poursuivis à Paris se sont installés à l'intendance rue des Carmes, à 2 pas de la maison de notre Charlotte. Ces proscrits ont publié des manifestes, des proclamations, etc. Ils n'ont eu de cesse de stigmatiser l'homme qui les avait fait tomber, c'est-à-dire Marat, bien sûr. Marat avec la bave aux lèvres, Marat l'enragé, littéralement. Chaque jour, on peut dire de Charlotte qu'elle a croisé un certain nombre des proscrits parisiens. Elle les a écoutés et notamment, elle a lu l'adresse de l'un d'entre eux, Pézenas, contre le scélérat. Faites tomber la tête de Marat et la patrie est sauvée. Ô Marat, conclut Pézenas, ô Marat, féroce Marat. Et dans l'esprit de Marie d'Armont, de notre Charlotte, si vous voulez, l'idée a fait son chemin. Elle a formé le projet de se rendre à Paris et puisque personne n'avait l'air d'être capable de le faire à sa place, eh bien d'aller débarrasser elle-même la République de ce personnage inique. Un prétexte pour se rendre dans la capitale va justement se présenter, puisqu'il se trouve qu'elle est intervenue auprès du jeune député girondin Barbaroux pour essayer d'aider une amie qui avait été privée de sa pension par le nouveau régime. Or, Barbaroux la recommande auprès d'un collègue parisien, un certain Lose de Perret, qui pourrait l'aider dans ses démarches. Eh bien voilà une bonne excuse, une bonne occasion d'aller à Paris. Le lundi 8 juillet, Charlotte dit au revoir à Madame de Villiers, qui est une de ses amies, qui était en train d'écosser des pois. « Je viens te dire adieu, j'ai un voyage à faire, je n'ai pas voulu partir sans t'embrasser », dit-elle. Elle n'a quand même pas annoncé le départ à son père, elle n'en a pas eu le courage, elle a juste laissé un billet. « Je vous dois obéissance, mon cher papa, cependant, je pars sans votre permission, je pars sans vous voir, parce que j'en aurais trop de douleur. Je vais en Angleterre parce que je ne crois pas qu'on puisse vivre en France heureux et tranquille de bien longtemps. » Et elle termine par ces mots, « Adieu, mon cher papa, embrassez ma sœur pour moi. » Et ne m'oubliez pas. Mozart à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous. Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Alors, on a déjà fait connaissance avec cette jeune fille qui s'appelle Marie, mais que tout le monde appelle Charlotte, qui vit à Caen, en Normandie. Alors, elle est déterminée à aller tuer Marat. Ça y est, elle a pris sa décision. Mais j'imagine qu'à cette époque, voyager seule entre Caen et Paris, c'est rare et dangereux. Mais vous imaginez, c'est toute une aventure, bien entendu. Elle prend la diligence. Il y a 16 relais, en passant par Lisieux, par Évreux, etc., bien sûr. Le
Le 10 juillet, une voiture de poste rapide va l'entraîner de nuit vers Paris. Elle arrive le 11 juillet à Paris. Il est 11h du matin quand l'attelage fait son entrée dans la cour des messageries nationales, place des Victoires, enfin tout près de la place des Victoires. Charlotte connaît donc quelques adresses. Elle déniche un hébergement sur la rive gauche à l'hôtel de la Providence, rue des Vieux Augustins. Et c'est donc là, dans une toute petite chambre, qu'elle échafaude son plan. Son but est d'aller tuer Marat. Alors, néanmoins, elle a une mission, vous savez. Elle se rend comme prévu chez Los de Perret, elle lui remet de la part de Barbaroux une lettre et un paquet. Et le député, le lendemain matin, passe la chercher à son auberge pour la conduire carrément chez le ministre de l'Intérieur, Garat, afin de lui soumettre le cas de cette fameuse pension dissoute de son ami, etc. Garat les est conduits, il leur explique, mais mes pauvres amis, mais les Girondins n'ont plus la main. Charlotte ne perd pas de vue le but qu'elle s'est fixé. Maintenant qu'on l'a vue en compagnie de Perret, elle mesure le tort que l'acte qu'elle va commettre ne manquera pas de causer à ce pauvre homme. Alors elle lui dit, je vous en supplie, allez à Caen, vous serez plus en sûreté. Il ne l'écoute pas. Il a tort, il sera guillotiné 3 mois plus tard. Rien, en tout cas, ne va détourner Charlotte de sa mission. Elle met sa solitude parisienne à profit pour rédiger une adresse aux Français, amis des lois et de la paix, dans laquelle elle justifie le geste qu'elle est prête à commettre. Jusqu'à quand, ô malheureux Français, vous plairez-vous dans le trouble et les divisions des scélérats ont mis l'intérêt de leur ambition à la place de l'intérêt général? Elle est bien la descendante du grand Corneille, qu'est-ce que vous voulez? Français, vous connaissez vos ennemis, levez-vous, marchez, que la montagne anéantie ne laisse plus que des frères et des amis. J'ignore si le ciel nous réserve un gouvernement républicain, mais il ne peut nous donner un montagnard pour maître que dans l'excès de ses vengeances. Ô France, etc. Elle en appelle vraiment aux Français. Ce texte est très important pour saisir l'état d'esprit dans lequel se trouve Charlotte en cet été 93. Elle se sent investie d'une véritable mission. C'est un sacrifice, un peu comme on pouvait les vivre dans l'Antiquité. Vous savez, elle connaît ses classiques. Elle se récite les vers emplis de gloire et d'honneur de Voltaire, par exemple, dans La mort de César. Qu'à l'univers surpris, cette grande action soit un objet d'horreur ou d'admiration. Mon esprit, peu jaloux de vivre en la mémoire, ne considère point le reproche et la gloire. Elle termine son adresse, sa propre adresse, par ces mots. Mes parents et amis ne doivent pas être inquiétés. Personne ne savait mes projets. Si je ne réussis pas dans mon entreprise, Français, je vous aurai montré le chemin. Vous connaissez vos ennemis. Levez-vous, marchez et frappez. Vous voyez bien que dans son idée, dans son esprit, il s'agit de sauver la France, rien de moins. Ce samedi 13 juillet, elle est donc levée de bonne heure. Elle épingle dans son corsage la fameuse adresse aux Français. Et puis, elle se rend donc au Palais Royal, je vous l'ai dit, pour acheter son fameux couteau. Elle attrape ensuite son fiacre, se rend à l'hôtel de Cahors, 30 rue des Cordeliers. C'est l'adresse du citoyen Jean-Paul Marat. Il est 9h passées à ce moment-là. La concierge du vieil immeuble s'appelle la femme Pain. Prévient la visiteuse, « Oh, le citoyen Marat est malade. Pas moyen de le voir. » Sur le coup, Charlotte n'insiste pas. Mais elle revient dès 11h. Et cette fois, elle monte directement au premier étage, elle frappe à la porte, elle tombe sur Simone Évrard, qui est la compagne de Marat, et qui vit là avec sa sœur Catherine. Elle était conduite une nouvelle fois, mais à peine ressortie de l'immeuble, elle choisit de contourner l'obstacle. Elle va faire porter à Marat un billet qu'elle écrit comme ça à la hâte, qu'elle se garde bien de signer. « Je viens de Caen. Votre amour de la patrie doit vous faire désirer de connaître les complots que l'on y médite. » L'idée, c'est de piquer la curiosité du révolutionnaire, bien sûr, évidemment. Alors, elle confie son billet à la poste, elle se rend à son hôtel, de nouveau, elle met la dernière main aux écrits qu'elle entend laisser à la postérité. Elle a quelque chose, vous savez, de profondément, c'est beaucoup plus que de la résolution à ce niveau-là. Elle est habitée par sa mission, littéralement. Et vers 6h du soir, elle se change, elle revêt un déshabillé moucheté, se coiffe d'un chapeau haut de forme orné d'une cocarde noire, et elle rédige ce nouveau billet. « Je vous ai écrit ce matin, Marat, avez-vous reçu ma lettre? Puis-je espérer un moment d'audience? Suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre protection. »
Elle reprend donc un fiacre qui la dépose à nouveau vers 7h20 du soir, non loin de l'immeuble de la rue des Cordeliers. Et pour la deuxième fois de la journée, elle grimpe l'escalier, son couteau toujours fiché dans son corsage. Elle tombe sur la fameuse femme pain et sur Simone Évrard, qui la reconnaissent, qui l'empêchent de passer. Sur le palier se trouve un commissionnaire qui s'appelle Laurent Bas, qui est venu livrer du papier au rédacteur de l'Ami du Peuple. Charlotte est bien décidée à ne pas se laisser reconduire. Le ton monte, elle se dispute avec les femmes en question. Et depuis la salle de bain de l'appartement, une voix d'homme s'élève. « Simone, qu'est-ce qui se passe ?» C'est Marat, vous l'avez compris, qui pose la question. Lui est atteint d'un eczéma chronique qui fait qu'il passe ses journées entières dans sa baignoire sabot en espérant calmer ses brûlures et ses démangeaisons. Il comprend que la visiteuse importune n'est autre que cette femme qui était venue de Caen avec son billet de dénonciation. « Eh bien, lance-t-il à Simone, laisse-la entrer. Laisse-la entrer, mais il ne sait pas qu'il vient de signer son arrêt de mort. » Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Vous pouvez poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité. N'hésitez pas, rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook Au cœur de l'histoire et Twitter avec le hashtag ACDH. Et puis de 15h à 15h30, nous irons nous balader en Normandie, du côté de Deauville, Trouville, Honfleur, Vimoutier ou encore Cabourg. Vous l'avez compris, nous allons visiter le pays d'Auge, d'où était originaire Charlotte Corday. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Bon, c'est une émission pleine de suspense aujourd'hui. Pourtant, on connaît la fin. Alors, vous allez enfin nous dire... comme ça en histoire, vous avez remarqué. Oui, c'est ça. En histoire, on connaît souvent la fin. Et pourtant, vous nous racontez cet après-midi l'assassinat de Jean-Paul Marat par Charlotte Corday. Elle a essayé plusieurs fois de pénétrer dans cet appartement. Plusieurs refus. Et là, c'est Marat qui la laisse rentrer. Eh oui, Marat, qui est à peu près dans l'eau jusqu'à mi-buste, est en train d'écrire sur une planchette posée en travers de sa baignoire sabot. Il a la tête enturbanée d'une étoffe imbibée de vinaigre qui est censée calmer les migraines. Et il faut vous dire qu'il est vraiment très mal. Il est toujours malade, toujours... Et il fait un vague geste. Charlotte donc s'approche, elle s'assoit près du baquet, sur un petit tabouret de bois. « Alors, citoyenne, attaque-t-il, quelles sont ces nouvelles importantes que tu voulais me communiquer ?»« Je suis venu vous entretenir des troubles de Caen, répond Charlotte, qui n'est pas encore habituée au tutoiement parisien et révolutionnaire. « C'est que la ville s'agite de plus en plus depuis l'arrivée des députés. Les proscrits de la Gironde, ces traîtres. Combien sont-ils ? 18, dit Charlotte. « Je veux tous les noms, dit Marat. Je les ferai bientôt tous guillotiner à Paris. » La jeune femme se fige, elle pâlit. Un instant après, la compagne de Marat entre dans la pièce. Elle arrive avec une carafe d'eau d'amande et une fiole qui contient une potion calmante. Elle pose tout ça et la voilà qui ressort. Cette fois, la jeune Normande est seule avec celui qu'elle considère comme le monstre, qui lui-même est complètement accaparé par la nouvelle qu'il vient de recevoir. Est-ce que Charlotte va agir ? Oui, elle agit. Elle sort de son corsage le couteau. Elle s'approche d'un coup, elle plonge d'un geste ferme le couteau dans le sein droit du député, juste au-dessous de la deuxième côte, et la horte est touchée. Et c'est un flot rouge qui jaillit de la plaie. Marat crie, il n'en revient pas de voir fuser son propre sang. Et là, Charlotte a ces phrases, ces mots, « J'ai rempli ma tâche, d'autres feront le reste ». L'autre est en train de râler, bien entendu. Les femmes qui étaient là juste à côté accourent. L'une des deux hurle. Charlotte tente de s'échapper, seulement le commissionnaire dont je vous parlais tout à l'heure lui barre le chemin avec une chaise. Il la terrasse à coups de poing. On va finir par lui lier les mains dans le dos avant de la conduire à la prison de l'Abbaye, près de Saint-Germain-des-Prés. Vous imaginez déjà autour de la voiture qui l'a conduit en prison, la foule qui hurle, etc. Pour la Convention, l'affaire est entendue. Il s'agit d'un crime girondin et l'on va pouvoir juger très vite la garce normande. En attendant, on prépare les funérailles grandioses du héros de la Révolution, tombé sous les coups de l'engeance royaliste. Ça y est, là on n'est plus du tout dans la même terminologie. Dès le 15 juillet, le corps de Marat est exposé dans la ci-devant église des Cordeliers. Le peintre David va assurer la mise en scène de cette apothéose funèbre. Le corps embaumé tant bien que mal repose sur une estrade recouverte d'un drap qui laisse exprès la plaie visible au flanc de Marat. Son bras retombe sur le côté et sur les tempes du martyr, une couronne de chêne a
remplacer le fameux turban. La foule va pouvoir contempler de part et d'autre du défunt la baignoire, les linges ensanglantés posés comme des reliques. Alors évidemment, il y a une certaine odeur, donc on brûle des parfums. Dans la chaleur de ce mois d'été, il va quand même falloir accélérer les obsèques qui se dérouleront finalement dès le 16 juillet. Le même jour, le procès de Charlotte Corday s'ouvre devant le tribunal criminel. Dans sa cellule, la jeune femme se prépare déjà à la mort. On la voit continuer à écrire. Décidément, il doit y avoir un gène dans cette famille. Elle écrit. Ce sont des mots qu'elle destine évidemment à la postérité. Ceux qui me regretteraient se réjouiront de me voir jouir du repos dans les Champs-Élysées avec Brutus et quelques anciens, dit-elle. Vous voyez quelles sont ses références? Vous voyez qu'elle vit littéralement dans l'antiquité la plus républicaine. Pour les modernes, il est peu de vrais patriotes qui sachent mourir pour leur pays, presque tout d'égoïsme. Quel triste peuple pour fonder une république. Elle est quand même consciente de la réalité. Elle trouve aussi le temps d'écrire un mot à son père, tenu dans l'ignorance de son projet. Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé de mon existence sans votre permission. J'ai vengé bien d'innocentes victimes. J'ai prévenu bien d'autres désastres. Et puis, elle conclut sur cette sentence de Thomas Corneille, le frère de Pierre Corneille, donc son arrière-arrière-grand-oncle. Le crime fait la honte et non pas l'échafaud. Cher Christos, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons revenir sur le tableau de David, bien entendu, et sur tous les tableaux, ils sont très nombreux, qui au Louvre nous rappellent les notions de crime, d'assassinat et de mort planante. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire des crimes au Louvre, au cœur de cet assassinat de Jean-Paul Marat par Charlotte Corday. Et nous allons plus loin sur cette histoire d'art et de crime avec votre invité, Franck. Vous recevez Christos Markoyanakis, il est criminologue, avocat et auteur de Scènes de crime au Louvre, paru aux éditions du Passage. Alors, il faut que vous nous disiez d'abord dans quelles circonstances a été réalisé le très célèbre tableau que l'on voit au Louvre. D'ailleurs, au Louvre, ce n'est pas l'original qu'on voit. Bonjour, exactement. Dans le Louvre, on voit une copie contemporaine de l'atelier de David. Ça vient d'un de ses élèves, on ne sait pas exactement de qui. Et ça qu'il faut dire avant d'analyser un petit peu cette œuvre, qui est l'œuvre le plus connu de la Révolution française, c'est qu'il faut rappeler qu'une œuvre artistique n'est pas seulement l'expression de l'imagination ou du talent d'un artiste, c'est très souvent aussi l'expression de ses idées politiques. Oui, surtout quand il s'appelle David. Hein. Exactement. On voit ça avec des autres tableaux qui se trouvent dans les Louvres aussi, mais David a voulu, dans ces tableaux, Marat assassiné, faire une propagande. Bien sûr. C'est une œuvre de propagande. C'est pour ça qu'on voit une vraie pietà. On voit une pietà. Une pietà sans la Vierge, quand même. Exactement. Et pour cause, puisque la jeune élément, femme, sans l'élément féminin, là, évidemment. La Charlotte Corday qui est là, qui est dans la scène, cette scène des crimes, n'est pas digne, selon David, d'être représentée, parce qu'il croit qu'elle est juste un pion dans les mains des adversaires politiques de Marat. Il faut aussi rappeler que dans le XVIIIe siècle, une femme qui tue, d'abord, c'est pas normal, parce que jusqu'à très récemment, une femme qui tue, c'est une héroïne tragique, c'est une sorcière, c'est une empoisonneuse, c'est plutôt la voisine qui est la voisine, qui est notre voisine. Alors, et encore plus, quand une femme tue, elle tue avec le poison. Alors, une femme qui tue avec un couteau, c'est pas imaginable par la société française. C'est une femme qui incarne une espèce de force indigérable, si l'on peut dire, par la société. Hein. C'est assez terrible pour les gens de l'époque. Alors, revenons à toutes les circonstances. Donc, vous nous dites le tableau que nous voyons au Louvre n'est pas le tableau original. Le tableau original est à Bruxelles. Exactement. Bon, cela dit, c'est une copie d'atelier d'époque qui est très, très, très similaire à celle au tableau original. Très similaire. Il y a quelques petits changements. Oui. Par exemple, on voit au lieu de à David dans le bois, on voit le mobile de ces crimes qui lit « n'ayant pu me corrompre, ils m'ont tué, ils m'ont assassiné ». Alors, on entre dans ces tableaux par les mobiles, selon l'artiste toujours. Hein.
Et les 3 points les plus importants dans un crime, c'est toujours les mobiles, l'occasion. On voit l'occasion dans ses lettres qu'il garde toujours dans sa main. Et après, les moyens, c'est le couteau. Le mobile, l'occasion et les moyens, c'est ce que n'importe quel policier recherche sur la scène d'un crime. C'est une enquête policière, criminelle artistique. C'est ça qu'on fait dans ces livres. Alors, on voit Marat d'une beauté éthérique. On voit un Jésus-Christ, presque, de la Révolution. Il a presque la beauté d'un modèle. Aussi bien son visage que son corps sont assez magnifiques. Rien à voir avec la réalité, bien entendu. Rien à voir avec la réalité, qu'on voit par contre dans un autre tableau, si vous voulez, un tableau de Baudry qui a le même nom, le même titre, Marat assassiné. Mais il y a beaucoup de différences parce que, comme on a dit, les œuvres sont surtout, et parfois, sont surtout les expressions des idéaux politiques. Et il faut dire que Baudry était dans le milieu de Napoléon III. Et dans ces tableaux, on voit un Marat qui n'a rien à voir avec les Marat. C'est plus le gentil Marat, là. Non, pas du tout. Il a un visage affreux. On peut voir presque les traits de sa maladie qu'on ne voit pas dans les tableaux de David. Et la plus grande différence, c'est que dans ces tableaux de Baudry, on voit Charlotte Corday. Et c'est elle qui a un visage pur de martyr. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un renversement complet de la situation. Là. C'est ça. Dans ces tableaux, alors, elle est une martyre, elle est une héroïne, elle est une Antigone. C'est ça. Contre le pouvoir injuste des Marats. C'est pour ça qu'on la voit devant une carte de France, parce qu'elle protège, elle est l'ange des vengeances, elle protège la France. On se souvient de cette fameuse parole qu'elle a dit « Je tuais une personne pour sauver 100 000 » pendant son procès. Et c'est d'ailleurs assez probable, parce qu'on peut imaginer que si Marat avait vécu plus longtemps, il aurait continué d'envoyer à la guillotine des contingents importants de contre-révolutionnaires, en tout cas à ses yeux. Vous nous parlez du tableau de Baudry, qui lui date du Second Empire, et qui effectivement nous montre une très belle Charlotte Corday, qui vient d'assassiner un affreux Marat. Tableau d'un réalisme beaucoup plus grand que celui de David, d'ailleurs, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Il faudrait citer aussi, il y a eu plusieurs morts de Marat dans l'histoire, mais vous avez, dans l'ouvrage, vous reproduisez l'un d'Edvard Munch. Oui, qui se trouve dans le musée d'Oslo. Ici, on voit l'imagination, bien sûr, d'artistes, parce qu'on voit une Charlotte Corday nude qui vient de tuer Marat après avoir eu une relation sexuelle avec lui, qui n'est pas... Un changement un peu de programme. Tout à fait, un changement violent. Mais c'est ça qu'on voit parfois, comme on avait dit... Le crime est à l'origine de tous les fantasmes, en fait. C'est sûr, Alors, c'est un fantasme noir. Si l'on revient au tableau très célèbre de David, dont près de la moitié de la surface est occupée par du noir, ou en tout cas par une couleur très sombre, qui en fait est un vert très foncé. C'est le deuil, bien entendu. C'est la noirceur des dessins de celle qui a accompli le meurtre. On le voit lui-même avec une plaie qui fait incontestablement penser à la fameuse plaie du Christ, bien entendu. Il a la tête renversée exactement comme dans une pietà, comme vous le dites. N'oublions pas que c'est David qui a été chargé par les instances de la Convention d'organiser l'exposition de Marat avant son inhumation. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les obsèques seront aussi organisées par David, d'ailleurs. Donc, David aurait pu profiter de la circonstance pour nous livrer une toile extrêmement précise, documentaire. Ce n'est pas le cas, vous l'avez dit. Il a simplement gardé un certain nombre des éléments de l'histoire, et notamment le billet que Charlotte Corday a fait passer à Marat. Exactement, l'occasion. Et comme on l'avait dit, je crois qu'il faut répéter, on ne voit pas Charlotte, et c'est un choix de David. Et il y avait même cette rumeur à Paris, quand elle était arrêtée, qu'un homme déguisé en femme a tué Marat. Et selon la légende, ils ont fait un examen physique à Charlotte Corday pour voir si elle est vraiment une femme. Et après, si elle est vierge, parce que si elle n'était pas vierge, ça voulait dire qu'elle était la complice ou la pionne d'un homme. Elle aurait pu avoir dans la coulisse
un commanditaire. Le peintre David, écrivez-vous, engagé auprès des révolutionnaires radicaux, était un ami personnel de Marat. Il fut l'un des derniers à l'avoir vu en vie la veille, écrivant dans la même baignoire ses textes enflammés contre ses ennemis politiques. Aussi, quand il propose de peindre le portrait mortuaire de Marat, il sait exactement comment il veut le représenter. C'est l'image qu'il a donnée et c'est celle que nous avons, qu'on le veuille ou non, conservée. Comme quoi la politique et la peinture ont parfois partie liée et comme quoi aussi la peinture peut définitivement marquer l'inconscient collectif. Alors, ce meurtre, cet assassinat de Marat n'est pas le seul à ensanglanter les 6 messes du Louvre. Avec vous, nous allons en découvrir un certain nombre d'autres. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Fou du boulot, 24 heures sur 24, frais et dispo, de vrais robots, toujours à l'affût, jamais au repos, de face, de dos. Un extrait du générique de la série télé qui passait sur l'ORTF en 1965, souvenez-vous, Belphégor ou le fantôme du Louvre. Nous visitons le Louvre. Souvenez-vous, il faut pouvoir. Oui, c'est vrai. Ceux Souvenez-vous. qui peuvent s'en souviennent. Pour ceux qui peuvent s'en souviennent, effectivement. Pour les autres, allez revoir cette mini-série, effectivement, sur Internet. Alors aujourd'hui, nous visitons le Louvre, mais nous tremblons en visitant ce Louvre puisque nous allons découvrir comment le crime et l'art se sont rencontrés avec votre invité, Christos Markoyanakis, qui est criminologue et avocat et qui a signé Scène de crime au Louvre, paru aux éditions du Passage. Mais juste avant, je vais vous faire mal aux oreilles, Franck, parce que je vais vous lire une perle de lycéen au brevet. Ah non, mais j'adore ça, moi. Attention, c'est Francis qui vient de nous la publier sur la page Facebook. Donc c'est un lycéen de 3e qui raconte l'assassinat de Marat. La veille, Charlotte Corday logeait dans un hôtel Ibis. Le lendemain, en se rendant chez Marat, elle le trouve à l'étage, dans sa baignoire. Bon, jusque-là, c'est juste. Bon. L'eau est très chaude. Marat bout et c'est en voulant couper le bout de ficelle qui reliait la bouilloire à la baignoire qu'elle glissa, d'où cet accident. Ah, voilà. Je suis toujours effaré Histoire revisitée. Je suis toujours effaré de l'imagination du lycéen qui, en même temps, vous imaginez les angoisses de ce gamin qui est en train d'essayer de trouver la solution de l'énigme. C'est vrai que là, il doit être en grande détresse pour écrire ça. Le pauvre. Alors, Christos Markoyanakis, il faut dire que vous êtes allé chercher dans les tableaux du Louvre non seulement la mort, mais le crime. Et vous essayez de nous présenter tous ces tableaux un peu à la manière d'une scène de crime. C'est toute l'originalité de votre livre. C'est ça qu'on fait exactement dans ces livres, Scène de crime au Louvre. On traite une trentaine d'œuvres qui se trouvent dans les Louvres. En fait, on aurait pu en trouver d'autres, si on voulait d'ailleurs. Hein. Oui, il y a beaucoup. Le choix n'est pas exhaustif. C'est un choix selon le genre des crimes qu'on veut montrer, que je veux montrer, l'époque, la sculpture, la peinture, les amphores grecques, etc. Alors, on les traite comme une équipe médico-légale. C'est ça, voilà. On cherche les réponses aux questions d'une vraie enquête policière. C'est-à-dire qu'on cherche le coupable. Ça, parfois, c'est très facile parce qu'on les voit devant nous. Il est souvent désigné, le coupable. Oui, pas toujours. Oui, pas toujours. Et c'est ça qu'on cherche. Alors, la victime, les mobiles, les circonstances, et on cherche la vérité qui se cache très souvent sous la surface, derrière les mensonges ou notre connaissance historique. Oui, en fait, on a l'impression que derrière l'énigme policière elle-même se cache une deuxième énigme, c'est celle de la mentalité du peintre ou de ce qu'il a voulu dire ou du message caché, souvent beaucoup plus intéressant d'ailleurs. Oui, c'est les symboles qui nous montrent souvent beaucoup de choses sur les caractères, sur les expériences d'artistes et comme on avait dit, sur leurs croyances religieuses, politiques, etc. On voit une évolution avec le temps dans l'art, on voit une évolution de la façon d'évoquer le crime, de le montrer, de le donner en spectacle. On voit une évolution, plutôt dans les rôles de la femme, femme qui tue, parce que comme Charlotte.
comme Charlotte. On ne pouvait pas imaginer, par exemple, à l'Antiquité, une femme simple, si vous voulez, qui tue. On a les héroïnes tragiques, on a mythologiques, on a Médée, on a Clytemnestre, on a les héroïnes bibliques, on a Salomé, on a Judith. Mais une Judith femme... avec la tête d'Holoferne, ça c'est un des sujets les plus classiques de l'iconographie des 16 et 17e siècle en fait. Hein. On a toujours Judith et Holoferne. On a toujours et on a... Qu'est-ce qui intéresse d'après vous le peintre dans ce genre de sujet? Pourquoi alors c'est vrai que les caravagistes en ont fait un grand usage parce qu'ils voulaient justement impressionner le spectateur, ils voulaient frapper le public. Mais qu'y a-t-il de si étonnant ou frappant dans cette femme Judith qui dans son sommeil vient décapiter Holoferne? C'est la femme qui tue, c'est pas naturel, c'est contre-naturel. La femme dans la vie, elle ne prend pas la vie. Et c'est pour ça que cette femme héroïque de la Bible, de l'histoire, sont représentées pour nous rappeler qu'il y a aussi, comme dans les hommes aussi, un autre visage, le visage noir, le côté noir qui s'exprime. Et c'est aussi cette côté noir du spectateur, si vous me permettez, qui attire le spectateur qui veut regarder cet spectacle noir dans un tableau ou dans une série télévisée jusqu'à nos jours. Oui, finalement, c'est la même chose, c'est la même démarche. C'est la fascination. Et dans une émission de radio aussi, parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que les émissions pleines d'hémoglobine avaient un certain succès. Marchait plutôt bien, effectivement. Ça vous vaut d'être ici aujourd'hui, cher Christos. Alors, il y a un personnage, évidemment, qui nous en dit beaucoup sur la fascination de différents siècles pour la femme fatale. C'est le personnage de Salomé, qui va être fatale à Saint Jean, bien entendu. Bien sûr, la femme fatale, oui. Salomé, aussi un sujet très aimé par les artistes. Et on voit dans ses livres, dans les scènes des crimes au Louvre, que la pauvre Salomé, si vous me permettez, n'était pas... la femme fatale, c'était juste une fille obéissante à sa mère Hérodiade. C'est elle la vraie méchante. Exactement, c'est elle qui a demandé la tête de Saint Jean parce qu'elle ne supportait plus les paroles de Saint Jean contre elle. Parce qu'il faut rappeler qu'Hérode avait épousé la femme de son frère, Hérodiade. Alors Saint Jean disait que c'est pas... juste, c'est pas sage, c'est pas correct, c'est pas moral d'épouser la femme de ton frère. Et voilà, Salomé alors a obéi à sa maman. J'ai une autre Salomé à l'esprit, mais celle-là ne peut pas être au Louvre puisqu'elle est au musée Gustave Moreau. C'est la Salomé de Gustave Moreau, avec cette espèce d'incarnation du remords dans la tête auréolée d'un Saint Jean-Baptiste qui la domine. C'est absolument extraordinaire. On a quasiment fait le tour des femmes assassines. Après Charlotte, Salomé, tout à l'heure nous parlions de Judith, et on pourrait dire Médée aussi, vous l'avez cité d'ailleurs tout à l'heure. Oui. Il faut penser à la Médée de Delacroix par exemple. Médée de Delacroix, exactement. C'est un tableau magnifique à mon avis. Et il y a une histoire derrière ces tableaux que je crois que les lecteurs vont trouver très intéressant, parce que la connaissance que Médée a tué ses enfants, c'est une pure invention théâtrale d'un grec tragédien. Le mythe initial, c'est que les enfants de Médée étaient tués par les Corinthiens pour venger la mort de le roi et de la princesse qui étaient vraiment tués par Médée. Alors on voit dans ces tableaux cet instant d'ambiguïté. On ne sait pas, on voit Médée avec un couteau et avec ses enfants entre ses bras, mais on ne sait pas si elle sait pas ce qu'elle va faire, en fait. Ouais, exactement, on ne sait pas si elle va les tuer ou si elle veut les protéger contre les Corinthiens. Et il y a beaucoup d'ambiguïté. Vous avez mené l'enquête et vous avez trouvé la solution de l'énigme? Ça, c'est à chaque lecteur de trouver. Chaque lecteur aura sa propre vérité criminartistique à la fin de ses livres. Criminartistique, voilà le terme qui est au cœur, en quelque sorte, de cet ouvrage de Christos Markogiannakis, Scène de crime au Louvre. C'est aux éditions Le Passage. Dans un instant, nous allons en venir à quelques œuvres plus étonnantes et beaucoup plus mystérieuses encore. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes au cœur de l'histoire de l'assassinat de Jean-Paul Marat cet après-midi avec Charlotte Corday qui a assassiné ce révolutionnaire. Et Charlotte Corday, elle venait du Pays d'Auge. Nous allons donc dans quelques minutes, à partir de 15h et jusqu'à 15h30, passer 30 minutes à visiter ce Pays d'Auge, cette Normandie, de Deauville à Trouville en passant par Vimoutiers et Cabourg. Et notre guide, c'est Vanessa Zaza qui vient de nous rejoindre. Bonjour Vanessa. Bonjour Franck, bonjour Anissa. Merci d'être des nôtres. On va aller à Vimoutiers, on va aller sur les traces de Charlotte. Vous allez nous montrer où elle vivait. Je vais vous montrer où elle vivait. Alors il y a des endroits malheureusement qui sont fermés au public, mais on peut déjà se rendre compte de l'ambiance dans laquelle elle vivait, rien qu'en rentrant dans les domaines et les propriétés. Ah, ça c'est formidable, on va y aller dans un instant. On n'a pas été d'une grande perspicacité pour ce qui est de la musique, il faut quand même le dire. Pour tout vous dire, on a tous fait une drôle de tête tout à l'heure en entendant ce pseudo générique de Belphégor qui ressemblait quand même aux Brigades du Tigre comme deux gouttes d'eau. Qui était en fait le générique des Brigades du Tigre. Alors le Belphégor c'était en 65 sur le RTF, les Brigades du Tigre c'était de 74 à 83. Voilà, c'est ça, 10 ans plus tard. Voilà, bon ça nous a quand même permis d'écouter les Brigades du Tigre, c'est quand même écoutez, pas mal. Et puis quand on fera une émission sur Clémenceau et sur sa police, on passera Belphégor, rassurez-vous. Alors par ailleurs Guillaume nous dit via c'est Twitter, ça, j'imagine. Oui, Twitter. Il nous envoie un tableau qui représente l'assassinat d'Henri IV, un tableau de 1856, de 58 ou 16. Ça, pour le coup, c'est ce qu'on appelle la peinture d'histoire, Christos. Et Dieu sait qu'il y a sur les 6 messes du Louvre et ailleurs un grand nombre de ces tableaux qui représentent des scènes historiques. Vous en montrez un certain nombre dans l'ouvrage. Là, on voit notamment, alors parmi d'autres, on voit la fameuse mort imminente d'Édouard V et de Richard du duc d'York qui sont dans leur tour, dans la tour de Londres, et ils attendent qu'on vienne les égorger, les pauvres. Oui, les étouffer. C'est un genre à part entière. C'est un genre, oui. Et comme on sait que l'histoire est écrite en sang, on a beaucoup de crimes. Alors il y a des tableaux historiques qui nous montrent des crimes dans le Louvre, et on essaye de faire une interprétation un peu différente de ça les autres guides notamment font. Le tableau d'Alexandre Évariste Fragonard, à ne pas confondre avec l'autre Fragonard, le massacre de la Saint-Barthélemy par exemple. Oui, le massacre de Saint-Barthélemy qui a commencé dans le Louvre, qui était le palais royal à l'époque. On va finir par regarder le Louvre d'un autre œil à force. J'espère, c'est ça que je voulais avec ces livres, c'était prendre le lecteur par la main et il va mener à mes côtés une vraie enquête policière entre les sons et les couleurs. Oui. J'ai l'impression quand même que vous ne nous montrez pas que des meurtres accomplis. Certains sont en cours d'accomplissement, et je pense notamment, alors ça c'est un tableau qui m'a fait rêver quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est Clytemnestre hésitant avant de frapper Agamemnon endormi. C'est un tableau du baron Guérin, absolument extraordinaire. On est au moment de la Restauration en 1817, et l'on voit Égiste en train de pousser Clytemnestre vers la couche de ce pauvre Agamemnon qui ne sait pas ce qui l'attend en fait. Oui, c'est vrai. Mais on pose cette question, on connaît Agamemnon, l'héros, mais on pose dans les scènes des crimes au Louvre la question, est-ce qu'il était un mari abusif ? Parce que les femmes qui tuent très souvent les maris ou les amants abusifs. Alors on cherche la vérité de cette famille des Atrides maudites, et de Agamemnon jusqu'à son fils après Oreste, en posant la question par exemple si Oreste a été un tueur né à cause de cet ADN maudit des Atrides, ou c'est un produit de son environnement. Contrairement à la victime, écrivez-vous dans votre préface, vous éprouvez la terreur à distance. Vous n'êtes pas en proie à l'horrible morsure de l'angoisse, et contrairement à l'agresseur, vous n'êtes exposé à aucune punition. Le meurtre n'est donc bien pour vous qu'une excitation sublimée et purement esthétique. Merci beaucoup Christos Markogiannakis. Les scènes de crime au Louvre sont éditées au Passage. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et il est
temps de monter à bord de la Ferrand-Mobile. La Ferrand-Mobile qui vous amène cet après-midi dans le Pays d'Auge. Vous l'avez compris, nous allons en Normandie découvrir la région natale de Charlotte Corday, celle qui a assassiné Marat. Nous vous avons raconté cet assassinat de 14h à 15h. Il est temps maintenant d'aller se balader à la découverte du patrimoine. Si vous habitez la région, vous connaissez bien la région, venez nous donner vos astuces, vos visites, vos bons plans sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Notre guide aujourd'hui, c'est Vanessa Za, que vous retrouvez tous les dimanches matins avec Wendy Bouchard dans les escapades culturelles. Et oui, des pâturages, des haies la Normandie, extraordinaires, des pommiers pleins de fruits, des vaches mouchetées, le camembert, le livaro. On est dans une sorte de quintessence de Normandie quand on se promène au Pays d'Auge. Mais c'est tellement ça, et c'est important justement de remettre les choses en place pour qu'on ait ce tableau, pour essayer de se glisser dans la peau de Charlotte quand elle est née là-bas. Donc elle naît donc en 1768. Alors où d'ailleurs exactement? À Saint-Saturnin des Ligneries, donc on est près de Vimoutier. Donc pour replacer les choses, on est au sud de Lisieux. On est à la frontière entre le Calvados et l'Orne. D'ailleurs à l'époque, il n'y a ni Calvados ni Orne, ça tombe bien en 1768 évidemment. On est bien d'accord, mais aujourd'hui donc ça l'est et on est dans le Pays d'Auge, donc ornais. Et alors c'est dans la chapelle des Ligneries qu'elle a été baptisée, donc dès sa naissance en juillet. Alors une chapelle ou une église, selon, mais qui a été restaurée. Une association s'est battue pendant 5 ans pour restaurer ce petit bijou architectural roman. Donc poussez la porte, il y a de très belles boiseries, il y a un très beau rétable et en plus, c'est un lieu assez fort, assez symbolique en termes d'histoire. Un lieu qui a vécu, comme on dit, c'est ça. Oui, même un petit peu. Est-ce que ça augurait pas d'ailleurs de ce caractère un peu trempé de Charlotte, rebelle, parce qu'en fait, cette chapelle a été construite au XIIe siècle pendant l'occupation viking de la Normandie, et fut après le témoin au XIVe siècle pendant la guerre de 100 ans de l'affrontement des armées de Philippe VI, donc roi de France, et d'Édouard III, le roi d'Angleterre. Et puis un peu plus tard, c'est Pierre Corneille et sa fille qui vont assister à des messes dans cette petite chapelle des Ligneries. Et on sait que Corneille et sa fille, donc la fille qui est la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Charlotte. De Charlotte. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que Charlotte a lu et relu Corneille. Est-ce qu'on a encore la maison natale de Charlotte? Cette maison natale existe, le Ronceret. On est toujours non loin de Vimoutier. Alors la maison aujourd'hui est classée monument historique, mais c'est une propriété privée, donc on ne peut pas la visiter. Mais aller y jeter un coup d'œil, rien que de l'extérieur, ça vaut le détour. On est là face à une maison typique du Pays d'Auge avec ses murs à pans de bois, colombage qui date du XVIe siècle. Mais il faut imaginer qu'à l'époque de Charlotte, c'était entouré d'un pressoir avec cave, un grenier, une étable et puis une écurie, le tout accompagné d'une grande cour et puis d'un jardin et aussi d'un pré donc à faucher. Et de cette maison natale partent 2 randonnées pédestres qui valent le coup. On n'a pas besoin d'être des grands sportifs comme nous, Franck. Moi, parlez pour vous, là, je me désolidarise totalement de cette expression. Et moi, j'aime bien cette petite randonnée de la vallée de la Maune. La Maune, c'est une petite rivière augeronne qui serpente comme ça doucement dans le paysage vallonné. Et il y a donc dans ces vallons des manoirs à pans de bois, des églises et puis des fermettes typiques du Pays d'Auge. Donc on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. On est vraiment dans cette image d'Épinal du Pays d'Auge. Elle n'a pas toujours vécu à Ronceret, Charlotte. Ce qu'il faut dire, c'est que la famille a déménagé. Elle a déménagé en fait pour le manoir de Cauvigny à partir du moment où la famille donc s'est agrandie. Ce manoir, on l'appelle aussi le château Charlotte Corday. Alors malheureusement, et j'en suis désolée pour nos auditeurs, il ne se visite pas non plus. Il ne se visite qu'à l'extérieur. Voilà. En revanche, le propriétaire ouvre le château au moment des journées du patrimoine et c'est à ce moment-là que vous pouvez découvrir la chambre de Charlotte Corday qui était une toute petite pièce où tenait seulement un lit et une malle. Voilà. J'ai dit tout à l'heure dans le récit, mais c'était vraiment au détour comme ça de toutes sortes de considérations, j'ai dit qu'elle s'était retrouvée à Caen pendant la Révolution. Et c'est là qu'on va la retrouver. C'est là qu'on va la retrouver. Alors en fait, au décès de sa mère, le père va se séparer de ses 5 enfants et il va placer Charlotte et Éléonore à l'abbaye aux Dames de Caen. Merveille des merveilles. Merveille des merveilles. Ils vont y rester 8 ans. Donc, on va peut-être retracer un petit peu l'histoire de cette abbaye aux Dames. Oui, en 3 mots. En 3 mots. Elle avait été fondée par Mathilde. Et évidemment, Mathilde, celle de la tapisserie. Mathilde, l'épouse du grand Guillaume le Conquérant d'Angleterre. Voilà. Bien sûr.
Donc, et c'était à leur demande qu'ils ont créé l'abbaye aux dames et l'abbaye aux hommes. Alors, l'abbaye aux dames a été construite avant l'abbaye aux hommes. Donc, c'est un peu son alter ego. Et le but était de faire valider leur mariage donc par le pape. Et alors, donc, cette abbaye aux dames était une abbaye bénédictine et qui abritait jusqu'à la Révolution française des jeunes filles issues de l'aristocratie normande. Et puis, petit à petit, donc, ce couvent va se dégrader. Après, il va être repris en main par Guillaume de la Tremblay qui va le reconstruire. Et puis, les religieuses et les novices vont prendre en charge d'autres jeunes filles, d'autres pensionnaires, dont Charlotte. Et c'est à ce moment-là, au moment de la Révolution, que l'abbaye aux dames va fermer. Il y a de très belles images d'abbaye, d'une abbaye de jeunes filles à Caen dans les premières scènes du film de Stephen Frears, Les Liaisons dangereuses. Sauf que très paradoxalement, ce sont des scènes qui ont été tournées à l'abbaye aux hommes, qui est extrêmement belle aussi à visiter, avec cet escalier qui est peut-être le plus bel escalier de France, un des plus beaux en tout cas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez y aller, le visiter, mais c'est le conseil régional. Maintenant, c'est le conseil régional, c'est ça, qui est installé. Voilà. Alors, moi, j'ai quand même 2 coups de cœur. Il y a la crypte de l'église. Il faut imaginer des rangées de colonnes. Non, ça c'est à l'abbaye aux dames. L'abbaye aux dames. Moi, je reste à l'abbaye aux dames parce que c'est là que excusez-moi, c'est moi qui ai fait Non, mais vous avez le droit de. C'est votre émission, Franck. Il est allé dans l'abbaye aux hommes. C'est bizarre. Voilà. Donc, on est chacune de notre côté. C'est ça. Et donc dans cette crypte, il y a des rangées de colonnes qui sont toutes coiffées de chapiteaux minutieusement sculptés. Ce sont des petits chefs-d'œuvre et il ne faut surtout pas rater le premier chapiteau quand vous rentrez, puisqu'il représente le jugement dernier. Ça a été le thème de prédilection du Moyen-Âge et celui-là est absolument extraordinaire. On y voit l'archange Saint-Michel qui accueille les morts. C'est très simple, mais c'est très 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 beau. Il y a évidemment les restes de la reine Mathilde qui reposent sous un très beau marbre noir du Tournai dans le chœur. Et puis ne manquez pas le cloître, le grand escalier. Il y a un très bel escalier assis à l'abbaye aux dames. Et puis il y a le lavatorium. En fait, il y a des sortes de lavabos en marbre noir qui représentent des grosses coquilles qui servaient en fait à se laver les mains avant de passer au réfectoire. Alors on ne va pas mentir à nos auditeurs, si Caen est pleine de trésors, et là vous venez de nous en donner une illustration, c'est aussi une ville qui a été profondément et très gravement bombardée, bien entendu, lors de la dernière guerre. Donc une partie entière de la ville a été rasée, mais demeure néanmoins toute une partie du vieux centre, et puis là-haut, si je puis dire, dominant l'ensemble, le fameux château de Caen. Le château donc qui a été bâti par Guillaume le Conquérant, qui a été après fortifié par ses successeurs, donc ce qui en fit une véritable forteresse. Alors il aurait dû être démoli par les Anglais au XVe siècle. Heureusement pour nous, ils l'ont épargné. Mais c'est surtout que c'est un lieu important de la Révolution, parce que lorsque la population a appris la prise de la Bastille à Paris, elle a tenté d'en faire autant avec le château de Guillaume le Conquérant, et ils ont pillé des réserves de blé et ses armes, et on en a fait une prison. Voilà pour les opposants à la Révolution. L'hôtel d'Escoville, c'est l'hôtel d'où est partie Charlotte Corday. Nous en parlions tout à l'heure. On n'entrera pas dans le détail aujourd'hui. Je voudrais juste que vous nous parliez de la chocolaterie Charlotte Corday. La chocolaterie. Alors ça, c'est un vrai coup de cœur. En fait, cette chocolaterie a été... excusez-moi, je cherche mes petites notes. Cette chocolaterie, en fait, a été construite à l'endroit même où vivait la tante, en fait, de Charlotte, donc Corday. On est au 114 rue Saint-Jean, et cette chocolaterie a plus donc de 100 ans maintenant. Donc allez-y, puisqu'il y a 1000 et 1000 saveurs autour donc du chocolat, autour de cette fève de cacao. Voilà. Alors dans un instant, on va aller un petit peu plus loin dans le pays d'Auge, et nous allons voir si vous allez choisir les bonnes destinations, chère Vanessa. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ah bah il y a de l'ambiance dans la Ferrand-Mobile aujourd'hui. C'est de Vanessa qu'on parle là, c'est ça? Elle voulait revoir sa Normandie, un peu de rock des années 80. C'est ce qu'écoute Franck Ferrand au volant de la Ferrand-Mobile. C'est Gérard Blanchard, bien sûr. Et notre guide cet après-midi pour visiter la Normandie, le pays d'Auge de Charlotte Corday, c'est Vanessa Zaza. Je connais bien ce magnifique pays d'Auge sous le soleil ou avec de la petite pluie fine qu'on ne la voit pas, ce qui ne l'empêche pas de mouiller. Oui, nous ça dit c'est Anne-Marie. typiquement normand. Ça, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la pluie, on la devine
Et quand on rentre chez soi, on se dit, ah si. On est trempé. Oui, il a bien plu, incontestablement. Alors, j'espère, chère Vanessa, Non. que vous allez nous emmener du côté de Villers-sur-Mer. Ah bah tiens, Non, comme par hasard. malheureusement, non, et j'en suis désolée, donc je peux sortir, Donc, c'est en ça fait, J'ai raté mon grand vous nous oral. faites le Pays d'Auge sans sa capitale, d'une certaine manière. Non, bah, rien la que ça. capitale du Pays d'Auge, je suis désolée, c'est Lisieux. Ah, mon cher Lisieux, Franck Ferrand, pardon, oui, c'est oui, vrai. s'il Bon, alors vous allons plaît. à Lisieux, si Non, vous mais on voulez. ira chez vous une prochaine fois, Bon, je d'accord. vous promets. Alors, Lisieux, connu d'abord et avant tout, évidemment, par sa basilique. C'est la ville des saints, Lisieux. C'est la ville des saints. C'est la seule ville française, d'ailleurs, à avoir 3 saints. Donc Sainte-Thérèse et ses Ça, 2 bien parents sûr. aussi, ses 2 parents, les Martins. Voilà, bon, de la ville, c'est vrai qu'on... C'est-à-dire qu'on a également canonisé les parents de Sainte-Thérèse. De Sainte-Thérèse aussi, voilà. Alors, il faut savoir, quand on va à Lisieux, il n'y a pas énormément de choses à voir à part la basilique. C'est une ville quand même qui a été aussi bombardée, Bien sûr, oui. quand même 13 Sévèrement. fois à la Ah oui, Libération. une horreur. Bon, mais la basilique donc est bien là. Elle a été construite donc au début du 20e. Alors, ce qui fait aussi qu'elle est toujours Pour les gens là. qui venant de Paris par le chemin de fer vont du côté de Deauville et tout ça, vous vous arrêtez à Lisieux et là vous avez une vue, quand vous êtes en bas à la gare, vous avez une vue invraisemblable en contre-plongée sur cette gigantesque basilique. Elle est énorme. Ce qui est impressionnant quand vous rentrez en plus, c'est qu'il n'y a pas de piliers à l'intérieur. Il y a une voûte comme ça de Oui, 37 incroyable. mètres de haut. Il faut savoir quand même que, pour vous donner une petite idée, Notre-Dame, c'est 33 mètres de haut. Et en fait, le secret, pourquoi elle tient comme ça, c'est qu'en fait, elle est en béton. Eh oui. Voilà. Alors donc, dans cette basilique a été évidemment consacrée en 54 Sainte Thérèse, la petite Thérèse dont on va parler. Voilà, elle était consacrée donc par Jean-Paul II qui était venu en pèlerinage en 1980. Alors en fait, la petite Thérèse va arriver à la maison des Buissonnets. Mais alors, c'est la basilique qui a été consacrée en 54. En 54. Et donc la petite Thérèse va arriver donc dans la maison des Buissonnets. Elle va être accueillie par cette famille. Et c'est une belle maison typique du 18e. On est à la fin du 19e là, c'est ça ? On est en 1877. Voilà. Et puis dans cette maison, il y reste encore du mobilier et des objets familiers donc de Thérèse et de sa famille. On y voit, et c'est assez émouvant, encore son lit, ses jouets et puis sa robe de communiante. Et c'est là qu'elle aurait vu donc la Vierge lui sourire à l'âge de 10 ans et qu'elle aurait été guérie en fait de sa maladie. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où elle a voulu donc dévouer sa vie au Seigneur. Et on peut donc visiter cette maison des Buissonnets. Et puis après, elle est au Carmel où Thérèse est entrée à l'âge de 15 ans et y a vécu 9 ans avant de mourir de la tuberculose. Et dans cette chapelle, on peut y voir donc son tombeau. Et il faut savoir que la maison des Buissonnets fait partie, avec le Carmel aussi, de ce chemin de pèlerinage qui existe depuis 1913. Oui, ça me fait toujours penser au très beau film de Jean Delannoy. Ah oui. Ce Thérèse absolument magnifique, d'une pureté, d'une grâce assez extraordinaire au cinéma. Il y a quelque chose là pour le coup de pictural. On a l'impression d'une sorte de grand tableau animé permanent. C'est très fort. On peut marcher sur les pas de Sainte Thérèse quand on est à Lisieux du reste. Oui, alors il faut... Pas seulement quand on est pèlerin. Et pas seulement quand on est pèlerin. Non, mais c'est important aussi de le dire. Et d'ailleurs, c'est un lieu qui est extrêmement chargé spirituellement, que vous soyez croyant ou non. C'est vrai que c'est très très fort. Et donc, il a été mis en place en fait depuis presque 10 ans un parcours qui est matérialisé au sol par une ligne bleue. Et après, vous pouvez vous procurer à l'Office du tourisme de Lisieux donc ce parcours avec toutes les explications. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 2000 églises, chapelles qui sont dédiées à Sainte Thérèse dans le monde et qu'une partie de ces reliques voyage comme ça à travers 35 pays depuis elle fait l'objet d'une piété années. Très répandue, très populaire. C'est un phénomène tout à fait extraordinaire. Il y a d'autres choses à voir à Lisieux quand même. Il y a un théâtre, il y a un hôtel théâtre à de l'italienne, ville. l'hôtel de ville. Il y a un petit peu, en sortant donc de Lisieux, il y a à Livelle le château-musée de Saint-Germain qu'il faut absolument aller voir. C'est un château de contes de fées qui est entouré de douves et puis d'un parc où se promènent comme ça des pans en liberté. Léon crie-t-il toujours. Oui. Alors moi j'avais quelque chose à vous dire parce que c'est plutôt anecdotique, mais il faut absolument que vous alliez goûter le Sainte Thérèse. C'est un gâteau.
C'est un gâteau que vous trouvez à Lisieux. C'est la spécialité à remporter. C'est une douceur crémeuse qui est composée de pâte sablée avec des fruits exotiques, de mousse à la rose et une bavaroise au chocolat blanc. Et on trouve en fait cette pâtisserie uniquement à la pâtisserie Blandiot qui est située dans le secteur de la cathédrale Saint-Pierre. Cela me fait dire, chère Vanessa, que nous n'avons pas beaucoup parlé de bouche. Non. Pour une émission sur le Pays d'Auge. Vous allez nous parler des sauces Vallée d'Auge. Vous allez nous parler des fromages les plus mythiques du monde qui se trouvent là, justement, dans cette vallée verdoyante. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous nous baladons en Normandie. Alors, nous avons découvert Lisieux, nous avons découvert le patrimoine de Charlotte Corday, le Pays d'Auge, sa région natale. De Villers-sur-Mer. Non, mais arrêtez avec Villers-sur-Mer. C'est une petite obsession. Bon, non, parce que vous risquez d'avoir beaucoup de fans qui vont vous attendre ce week-end à Villers-sur-Mer. Donc, parlons plutôt du camembert. Mangeons. Vu qu'on est en Normandie, heureusement, j'avais rien préparé sur le Villers. Sinon, j'aurais été expulsée de la Ferromobile. Alors, le camembert. Interdit de monter des camemberts à bord de la Ferromobile. On va en mettre plein le coffre, on va se gêner. C'est comme le Livaro, c'est comme le Pont-l'Évêque, tout ça est interdit à bord. Elle est décapotable, notre Ferromobile. Bon, on est au pays du camembert qu'on doit à une autre femme célèbre du pays d'Auge, à Marie Harel, qui avait mis au point ce fromage avec l'aide de quelques secrets qu'on lui avait susurrés à l'oreille. C'était un prêtre réfractaire qui venait de la Brie, qu'elle avait caché à Camembert en 1791 et qui lui avait donné des petits secrets donc de fabrication. Et donc pour la remercier, la recette a filé comme ça entre ses mains, mais elle a eu une idée absolument géniale, c'est qu'elle a eu l'idée d'emballer son petit trésor dans une boîte en bois, ce qui a permis en fait au produit après d'être facilement expédié en France comme à l'étranger. Et puis c'est surtout Napoléon III qui a vraiment déclenché l'aventure du camembert quand il en est tombé complètement sous le charme au moment où il inaugurait la ligne ferroviaire Paris-Granville et qu'il faisait des stops dans les villages. Voilà. Jamais assez sur le sens de la communication de cet empereur Napoléon III qui, à mesure que s'ouvraient des lignes ferroviaires, développait en même temps un certain nombre de produits phares. Tout ça était très bien conçu. Le patrimoine et le tourisme. Bien sûr. Il faudrait peut-être parler des pommes sous toutes leurs formes, alors sous toutes les tartes possibles et toutes les compotes, et puis bien sûr le cidre et le calva. J'imagine que vous allez nous parler de ça. Le calva. Alors évidemment, il faut se rendre dans toutes ces productions donc cidricoles ou de calva. Il existe la route du cidre, d'ailleurs, qui passe par beaucoup de lieux liés à Charlotte Corday. D'ailleurs, moi, je vous propose aussi de dormir dans un tonneau. Profitez-en, parce que non, mais ne riez pas, Anissa. Une deuxième vie pour un tonneau. Quand ils sont contenus 10 000 litres de cidre ou de calva, on peut les transformer en chambre d'hôte. Et ça, c'est dans le domaine de la cour aux Grippes à Repentigny. Et en plus, vous avez une très très belle vue sur la vallée d'Auge avec 35 km de vue, donc profitez-en. Et puis c'est vrai que donc quand même le Calvados qui est emblématique. Vous êtes plus calva, vous êtes plus cidre? Non, les deux. Ça n'est pas le même usage ni la même heure généralement. Oui, c'est ça. Ni le même degré d'alcool. Ni le même degré, tout à fait. C'est ça. Alors, j'avais 2 adresses peut-être à vous proposer si on a envie de rester quand même au pays de Charlotte Corday. J'avais envie de vous emmener en fait au vieux château au Renoir, qui est un endroit aussi où elle serait passée quelques années avec sa famille. Et c'est un château qui porte une histoire aussi très forte. Il a appartenu à son oncle au 18e, mais il a appartenu surtout à la famille Bailleul sur 12 générations. Et 2 des membres furent des têtes couronnées de la couronne d'Écosse. Donc allez-y, c'est un château historique extrêmement cosy, avec beaucoup de caractère et un bon restaurant, le Hérisson à Vimoutier, évidemment. Merci beaucoup pour cette balade dans notre beau pays d'Auge. Et le Calvados, c'est à consommer avec modération. Bien sûr.